au niveau de oui, ça sera bon. Parce qu'en fait, c'est directement sur Teams. Oui. Bon, très bien. Eh bien, merci beaucoup d'être présent. Donc, on va démarrer. On est extrêmement heureux d'accueillir Romain Lacroix, directeur général de MAPED, et puis Sophie Guignard, qui nous propose qui se présentera, ou Romain va la présenter peut-être, qui nous présente un thème inspirant, toujours dans la thématique de l'audace. Je rappelle peut-être simplement pour ceux qui se connectent ou bien qui sont dans la salle pour la première fois dans le cadre de ce cycle de conférences. Donc chaque année, l'IAE avec le Club des entreprises propose une personnalité du territoire dans le domaine économique, politique, sportif, artistique, de parrainer les étudiants qui terminent leurs études à l'IAE, donc les étudiants de master. Et l'an dernier, à peu près à cette période-là, Romain Lacroix nous a fait le plaisir d'accepter cette mission de parrainage des étudiants de master et a eu une idée qu'on n'avait pas encore explorée, qui était effectivement de proposer aux étudiants sur un cycle pratiquement d'1 an et demi, un cycle de conférences autour du thème de l'audace. Alors peut-être Romain, vous pouvez revenir sur les invités déjà passés et futurs, et puis je vous laisse présenter également la conférence d'aujourd'hui. Et merci encore. Merci Sophie. Avec plaisir, merci Claire. D'abord, très heureux de vous voir toutes et tous présentiellement, physiquement. On a presque l'impression qu'on va pouvoir vous toucher. Donc vous existez pour de vrai, et ça c'est une bonne nouvelle. On s'est déjà rencontrés 2 fois. En tout cas, moi j'ai eu l'occasion d'intervenir 2 fois. Et on sait à quel point vous avez passé un 2020 et un 2021 qui n'étaient pas des moments très très marrants. Et on ressent cette volonté, cette joie peut-être de vous retrouver. Alors peut-être pas nécessairement en face de nous maintenant tout de suite, mais en tout cas le plaisir que vous avez à vous retrouver ensemble. Et donc ça nous fait évidemment plaisir. On a vécu la même chose dans l'entreprise et on se rend compte qu'en entreprise, nos collaboratrices et collaborateurs sont contents de se retrouver ensemble et de partager des moments un peu sociaux en plus d'avoir à travailler ou à étudier en l'occurrence en ce qui me concerne. Effectivement, quand j'ai eu le plaisir d'accueillir Claire et Nicolas, il y a à peu près 1 an, effectivement, j'ai reçu cette invitation à parrainer cette promotion véritablement comme un honneur, parce que je ne m'y attendais pas, évidemment, et je n'ai pas du tout le sentiment d'être une personnalité du territoire, mais peut-être de représenter en tout cas une entreprise qui appartient à son territoire. Et j'avoue que, fier comme je suis, j'ai proposé 2 conditions, des conditions qui me semblaient acceptables, mais c'était 2 conditions. La première, c'était de proposer une thématique à ce parrainage de manière à ce que ce parrainage vous soit utile. Parce qu'un parrainage pour parler de soi, en face de vous, à mon avis, en tout cas parler de moi en face de vous, ça n'a aucun intérêt, véritablement aucun intérêt. Par contre, une thématique autour d'une qualité ou d'une caractéristique qu'il me semble essentiel que vous développiez, l'audace en l'occurrence, c'est intéressant parce que ce que vous avez vécu, le contexte 2020-2021 que vous avez vécu, c'est un contexte qui rebat les cartes. Le marché n'a jamais été aussi bousculé, les codes n'ont jamais été aussi bousculés et on croit, depuis les entreprises que l'on représente, on croit que la génération qui va nous rejoindre, si elle fait le pari de nous rejoindre, en entreprise privée, elle pourra faire plein d'autres choses, mais si elle nous rejoint, elle devra se démarquer. Ça, c'était un petit peu l'objectif de ma première intervention avec vous et donc, de ce fait, sans doute, de faire preuve d'une certaine forme d'audace. Ce cycle, et c'est ma deuxième condition, j'ai proposé qu'autour de l'audace, un certain nombre d'expertises ou de témoignages de personnalités de la région pour lesquelles j'ai au moins de l'estime et sinon voire de l'admiration. C'était la deuxième condition, j'ai proposé qu'on puisse effectivement articuler cette année ou année et demie autour de quelques conférences avec des gens qui ont quelque chose à dire. Et généralement, les gens qui ont quelque chose à dire, vous le voyez avec votre corps enseignant, les gens qui ont quelque chose à dire sont les gens qui ont réfléchi, sont les gens qui ont infusé les thématiques et qui sont capables de vous faire progresser par leur savoir.
On l'a fait avec Blaise Agresti la dernière fois qu'on s'est rencontrés. On s'est rencontrés digitalement. Blaise, je ne reviens pas sur son intervention, c'est quelqu'un pour qui moi j'ai une admiration assez forte. En fait, même pas assez, j'ai une admiration forte pour Blaise. Vous verrez le 25 novembre, hein, c'est la date sur laquelle on s'est mis d'accord, vous verrez Romain Roy et Virginie Delalande et Romain Roy, plutôt, qui interviendront sur des témoignages. Ce sont des entrepreneurs successful pour l'un, et puis pour l'autre, je dévoile rien, mais vous pouvez faire une petite recherche Google et vous verrez que la personnalité, le profil de Virginie, c'est un profil assez exceptionnel. Et puis aujourd'hui, c'est une proposition sur laquelle on s'est mis d'accord avec Claire et Nicolas. Aujourd'hui, l'idée était de faire intervenir quelqu'un d'un peu particulier, alors pour plein de raisons, et je ne vais pas toutes les détailler, parce qu'il y en a que vous ne pouvez pas savoir, mais au moins deux, et notamment autour de l'audace, qui ont justifié, à mon avis, tout à fait la présence de Sophie à nos côtés aujourd'hui. La première, c'est que Sophie, après une carrière, moi, qui me semble assez exceptionnelle, et un bagage académique qui me semble assez exceptionnel, ce qu'a fait Sophie, il y a 2 ans et demi ou 3 ans, ça a été de prendre une décision effectivement assez audacieuse, qui a été d'écrire un livre. Alors, elle n'est pas là pour faire la promotion de son livre, qui est là. Elle n'est pas là pour ça, parce que c'était pas l'objectif, n'est pas mercantile et pas commercial, mais je trouvais que rien que le fait de se proposer à consacrer 2 ans de sa vie à écrire un livre, alors que son profil académique ne l'y orientait pas véritablement, c'est une décision audacieuse. Et la deuxième raison audacieuse, c'est qu'elle traite d'un sujet, de mon point de vue, et il est modeste mon point de vue, mais enfin quand même, de mon point de vue, peut vous aider. Vous aider. Que nous-mêmes, hein, experts, etc., on puisse participer de manière marginale ou cosmétique à vous rendre un tout petit peu meilleur, vous êtes déjà très bon, un tout petit peu meilleur, de manière à ce que quand vous serez en face d'un jury, en entretien d'embauche, quelle que soit la situation dans laquelle vous vous trouvez, vous puissiez vous faire la différence, et pas les voisins et les voisines. Le livre de Sophie et la conférence que va animer Sophie aujourd'hui, elle n'a pas pour objectif de vous aider à prendre les grandes décisions de votre vie, parce que ça, vous êtes un peu seul. Bienvenue. Par contre, je crois que son livre, et elle sera ou non d'accord, mais je crois que son livre peut vous donner un certain nombre de tips qui favoriseront que vous posiez les bonnes questions. Et quand on s'est posé les bonnes questions, généralement, il est plus facile de prendre les bonnes décisions. Alors Sophie, à toi. Bien, merci. Ouais. Bon, merci beaucoup. Du coup, je suis la seule à prendre le micro. Je ne sais même pas si c'est nécessaire. Je vais faire ça. Vous m'entendez bien malgré tout ça? Bon, merci Romain. Je suis même curieuse de savoir tout ce qu'on peut dire. Mais... Alors du coup, je vais me présenter moi-même, parce que je pensais que tu allais dire pourquoi j'étais là. Et ce que j'ai fait avant, qui m'a mené à, je peux dire aussi un petit peu à la fin, le cheminement. Mais moi, un petit peu comme vous, j'ai fait une prépa à Annecy, puis une école de commerce à Paris, qui s'appelle l'ESCP. Ensuite, j'ai fait Sciences Po à Paris. J'ai commencé en banque d'affaires, parce que c'était cool, que ça payait bien et qu'on me l'avait proposé. Donc, c'est le genre de choses qu'on ne refuse pas quand on sort d'école à 23 ans, en tout cas à cette époque. Et donc, il y a 15 ans. Et ensuite, je me suis retrouvée en Argentine pendant 4 ans à diriger un média qui parlait essentiellement de rock, en fait. Donc, il y a eu un petit 180 qui s'est opéré assez vite, parce qu'on me l'a proposé encore une fois, et je me suis dit, pourquoi pas. Et après 4 ans à Buenos Aires, à diriger une équipe de chevelus qui pensaient qu'à la musique et puis à faire des concerts tous les soirs, je me suis dit qu'il fallait aussi penser à la suite. Et donc, je suis rentrée à Paris et j'ai travaillé pour Le Monde, le journal, où j'ai développé les activités africaines, parce qu'ils avaient besoin de quelqu'un qui vienne un petit peu développer les audiences qui étaient à l'étranger. Et puis moi, j'avais encore besoin de voyager, de bouger, de voir ce qui se passait loin. Et puis après, je me suis rapprochée d'ici. J'ai monté un média en Suisse, un média digital.
Et puis j'ai assez vite arrêté parce qu'une fois de plus, il y avait quelque chose d'autre en fait qui m'appelait, je me sentais pas à ma place. Et puis voilà, et puis je rebouclerai à la fin de la présentation. Mais voilà pourquoi je suis là aujourd'hui. Je vois des gens qui se connaissent, des têtes qui apparaissent, c'est rigolo. Et donc Romain m'a demandé de parler de l'audace. Comme à tous les, c'est un petit peu notre disserte, on a chacun un petit mot et on doit faire quelque chose dessus. Et je sais pas, ça va vous rappeler un peu peut-être la philo que vous aviez en terminale, mais on se retrouve avec un mot et nous on avait ça en prépa, il y avait le monstre, des trucs comme ça. Puis alors c'est difficile de commencer en fait à prendre le sujet, on ne sait pas par où commencer. Et puis il y a quand même une méthode un petit peu classique qui consiste à essayer de donner une définition. Alors, je me suis retrouvée devant ma feuille et j'ai dit, c'est quoi l'audace? Comment est-ce que je définirais ça? Est-ce que l'audace, ma première question, c'est est-ce que c'est tout oser? Et puis, je me suis souvenue, je ne sais pas si vous les connaissez encore à votre âge, mais il y avait une bande d'Américains complètement débiles qui s'appelait les Jackass. Ça vous dit quelque chose? Et qui, eux, osaient vraiment tout. Alors, je vous montre pour ceux qui ne connaissent pas le genre de... Me the boys are about to do a little duck hunting. Oh! Voilà. Donc ça, c'est les Jackass, c'est des gens qui osent tout. Voilà, donc là, ils tirent sur un mec. Puisque ce qu'on va pas, c'est que les deux autres sont tombés l'un sur l'autre. Et donc, en fait, ils se font super mal à chaque fois. Et donc, j'ai repensé à ça, puis ça m'a fait aussi penser à la citation à une phrase de Jacques Audiard dans un film que vos parents connaissent très bien qui s'appelle Les Tontons Flingueurs et qui dit il n'y a que les cons qui osent tout, c'est même à ça qu'on les reconnaît. Et donc je me suis dit non, ça peut pas être ça peut pas être tout oser. Alors je me suis demandé après si c'était ne pas avoir peur. Et puis là encore, je me suis dit non, la peur c'est une émotion qui est nécessaire, qui n'est pas là pour rien. Elle est là en général pour signaler un danger. Et donc, c'est un signal qu'on doit écouter. Et c'est très difficile de ne pas avoir peur. Et là encore, ne pas avoir peur serait souvent le signe plutôt d'une inconscience. Et donc, j'étais un petit peu embêtée et je me suis dit qu'en fait, au lieu d'essayer de la définir, j'allais vous raconter 3 histoires qui, à mon sens, moi, illustrent une facette de l'audace ou une manière de la vivre, en fait, de l'appliquer à sa vie. Et qui sont 3 histoires très différentes. Et qui, à mon sens, la définissent du plus ou moins évident. Donc, vous direz ce que vous en pensez. Alors, la première histoire, c'est cette jeune fille, je ne sais pas si quelqu'un l'a déjà vue. Non? Alors, elle n'est pas très connue. Elle s'appelle Jessica Watson, pardon. Elle s'appelle Jessica Watson, elle est née en 93 à Melbourne, en Australie. Et en fait, elle, à 16 ans, elle est partie faire un tour du monde toute seule sur son bateau. J'ai pris une photo un peu spectaculaire, donc ça c'est son petit bateau, Lady. Alors évidemment elle était préparée, même si à 16 ans on peut être préparé que jusqu'à un certain point. Personne n'avait très confiance en son projet, c'était quand même assez risqué, mais elle avait vraiment besoin de le faire et envie de le faire, et donc elle est partie. Et elle a fait, pendant 7 mois, elle a navigué seule autour du globe, elle a réussi à revenir à son point de départ. Elle a eu 7 passages par-dessus bord, des épreuves, évidemment, comme vous pouvez imaginer. Et elle a réussi. Alors là aussi, j'ai une petite vidéo juste. Well, this is 13th of January, and I'm sitting here looking out at Cape Horn. So it's not the best sightseeing weather at all. We've got a gusty 40 knots of wind, the seas a total mess, rain and overcast skies, hardly anything. But 10 nautical miles out there, I can just see this huge big outline of Cape Horn. It's just like a story, so just how I imagined it. Yeah, it's amazing. We've done it, we're around Cape Horn. This is it. Yeah. Wow. Donc elle-même ne croit pas trop en fait à son sucre. Mais voilà, alors moi, pour moi, c'est une histoire qui... il y en a plein des histoires comme ça, de gens, même de jeunes, qui font des choses assez dingues. Et pour moi, c'est l'audace version Jessica Watson, c'est le courage. C'est le courage d'aller au bout de quelque chose qu'on a envie de faire, d'avoir une ambition, même si elle a l'air démesurée, et de ne pas se laisser arrêter par toutes les incertitudes, en fait. Si vous parlez aux explorateurs, ils vous disent tous qu'ils sont hyper préparés. Ce pas des gens qui prennent des risques inconsidérés, ils bossent énormément.
mais ils acceptent toute la part d'incertitude qui va venir avec. Et c'est Mike Horn qui dit, moi j'ai besoin que de 10% des réponses aux questions que je vais me poser pour pouvoir m'engager dans une aventure. Les autres me viendront tout seuls dans l'adversité. Et il bosse comme un malade la préparation, il apprend les dictionnaires entiers de serpents quand il va en Amazonie pour savoir les reconnaître, etc. Mais il sait qu'il va y avoir une énorme part d'incertitude et il se fait confiance pour pouvoir y faire face et trouver des solutions le moment venu. Et ça, je trouve ça assez difficile à faire aujourd'hui, nous, dans nos sociétés où on attend d'avoir un petit peu toutes les réponses et on a un petit peu peur. Voilà, c'était Molière qui disait je hais ces cœurs pusillanimes qui n'osent rien entreprendre par trop prévoir la suite des choses. On veut savoir ce qui va arriver, on veut savoir où on va, on veut savoir quels sont les next steps, etc. Et du coup, on se lance dans rien parce qu'il y a trop d'incertitudes tout le temps et aujourd'hui plus que jamais. Parce que voilà, on est dans un moment où tout semble complètement mouvant, changeant et extrêmement incertain. Donc moi, j'aime bien cette histoire pour ça, pour montrer qu'en fait, on est capable d'avoir l'audace dans le sens confiance. On y va, quoi. Et on verra bien et on se lance, en fait. Donc ça, c'est ma deuxième histoire. Alors, est-ce que les moins de 30 ans ici savent qui c'est? J'ai entendu quelqu'un, non? C'est mon père, en fait. Non, il s'appelle Hugh Hefner, il est mort il y a 4 ou 5 ans. Et alors Hugh Hefner, avant de s'habiller comme ça et de passer sa vie en pyjama, c'était un monsieur donc, qui est né dans les années 20 aux États-Unis. Il a grandi à Chicago, dans une famille américaine typique, mais très puritaine. Chez lui, on ne pouvait rien faire, c'était vraiment pas rigolo. Beaucoup de tabous, pas le droit de jouer aux jeux de société, pas le droit d'écouter la radio le week-end, l'église à fond. Et puis voilà, les parents très coincés, très rigides, pas beaucoup d'émotions, pas beaucoup de sentiments. Mais bon, on entend bien que il est assez intelligent, mais il a un parcours scolaire assez peu convaincant. Mais petit à petit, bon, il fait sa route comme tout le monde. Il rencontre une jeune fille au lycée, il demande sa main, il part faire son service militaire pendant 2 ans. Il rentre, il se marie. En bon fils de l'église et puis bon fils à maman, il s'est réservé, donc il arrive complètement puceau à son mariage. Il se marie, il prend un job dans une entreprise de fabrique de carton, puis un deuxième dans un magazine où il rédige des annonces commerciales. Et puis voilà, il a un premier enfant, un deuxième enfant, un autre travail dans un magazine d'enfants où il est directeur de la distribution. Et puis voilà, et là il a 25 ou 26 ans et on se dit, quand on lit la biographie, bon en fait ça va être assez chiant. Il est parti pour avoir une vie totalement ordinaire, d'homme totalement ordinaire. Sauf qu'à 27 ans, il décide de monter son propre magazine et avec une photo de Marilyn Monroe qu'il a réussi à récupérer de manière assez illégale, où elle est nue. Et en fait, c'est un moment où en Amérique, dans les années 50, lui, il a 27 ans, il a un style qui n'est pas terrible aussi et qui va améliorer beaucoup par la suite. Mais on est dans un moment où les femmes sont plutôt représentées avec un tablier dans la cuisine que nues en train d'être en soirée et d'assumer leur corps et de l'exhiber, une version très moderne du féminisme aujourd'hui. Donc ça, c'est vraiment l'Amérique dans laquelle il lance ça, c'est ça, hein, c'est la maman est à la maison et le papa, lui, il est au bureau avec une cigarette, un whisky à la main. Et maman, elle est toujours super bien habillée et tout ça, et puis elle passe l'aspirateur. Et son gros challenge, c'est de ne pas cramer le plat du soir, quoi. Donc lui, il fait ça, il lance ce magazine complètement à contre-courant des mœurs de la société et de sa famille, hein, qui ne le vit pas forcément très bien. Et puis 2 ans après, il va plus loin. Alors le magazine commence à très très bien marcher assez vite. Il arrive très vite à 5 millions d'exemplaires par édition. Pour vous donner un exemple, il n'y a aucun magazine aujourd'hui en Europe qui arrive à ce taux de diffusion. Et Le Monde, c'est 300 ou 400 000 exemplaires par jour. Donc on est vraiment sur un empire qui est en train de se bâtir avec des dérivés, etc. Et lui, 2 ans après, il se dit, ça va pas assez loin. Pour lui, en tout cas, il divorce. Il était assez malheureux dans son mariage, comme on peut l'imaginer. Il divorce, il achète un manoir. Et il met plein de filles dedans, avec des tenues assez légères, et il se met à faire des grosses soirées et à vivre la vie de son magazine, en fait. Il devient le playboy, il incarne le playboy, et il vit souvent en pyjama, il fait des soirées avec les filles, etc. Mais c'est pas que ça.
parce que tout ça a l'air quand même assez frivole et ça l'est, mais il est aussi très engagé au niveau social, parce que son magazine, en plus de montrer des filles nues, en fait, a des plumes absolument extraordinaires. Il y a pas mal des meilleurs auteurs qui s'y succèdent. Vonnegut, Truman Capote, enfin, il y a des très belles plumes. Et lui, il milite énormément pour le droit des Noirs. On est encore à une époque où la ségrégation est énorme, les droits sont complètement inégaux. Le droit à l'avortement, le droit à l'IVG, le droit des homosexuels. En gros, il casse tous les codes de ce moment-là. Il est extrêmement progressiste, parfois provocateur, pour faire avancer les choses aussi. Et donc, comme vous l'imaginez, c'est un personnage très controversé, mais qui a fait quand même des choses qui ont marqué l'histoire de manière assez monumentale. Alors là, on le voit en train de... Il a quand même une vie que beaucoup d'hommes lui ont enviée et continuent de lui envier. Et ça a duré pendant 60 ans, jusqu'à sa mort, il a vécu comme ça, dans son manoir. Donc ça devenait pathétique à la fin, évidemment, mais voilà. Et moi, l'audace version Hugh Hefner, c'est l'indépendance. C'est, encore une fois, c'est l'indépendance de tracer lui-même sa voie, de questionner les valeurs qu'il a héritées, de questionner les valeurs qui sont les conventions sociales de l'époque, de se demander si elles lui vont, si elles sont pertinentes, si elles sont adéquates, et de se réinventer son propre schéma de valeurs et s'inventer son chemin en fonction de ça, en prenant des décisions et en faisant des choix, non pas pour être aimé, intégré, accepté dans la société dans laquelle il appartient, mais pour faire quelque chose qui, lui, l'anime, et tant pis s'il est rejeté, s'il est critiqué, il va au bout de son truc. Et j'aime bien cette définition, cette définition de l'audace, d'être capable d'inventer soi-même son propre destin. Alors ça, c'est la troisième histoire. Est-ce que quelqu'un, c'est toujours la même question, est-ce que quelqu'un sait qui est ce monsieur? Pardon? C'est un président. Ouais. Bon, c'est un spoiler alors. J'allais dire que c'était mon père, mais du coup ça marche pas. Parce que mon père porte pas de chemise, donc c'est pas possible. Donc lui, il s'appelle José Mujica. José Mujica, il est né dans les années 30 en Uruguay. Là, on est dans la campagne de Montevideo. Il est né de fils d'agriculteur. Son père meurt assez vite, à, je ne sais plus, 7 ou 8 ans. Donc il a une enfance très modeste déjà à la base, mais qui est plus modeste encore à la mort de son père. Jeune, il milite beaucoup avec la gauche, voire l'extrême gauche, contre le capitalisme et puis toutes les grosses entreprises américaines qui commencent à venir et puis qui occupent les terres, etc. Il se radicalise pas mal, il rentre dans des guérillas. Donc il devient guérillero super engagé à 18 ans. Il est emprisonné une première fois. Il y reste 2 ans au fond d'un puits, donc des conditions horribles. C'est pas juste la prison, mais ça donne pas très envie. Mais... il s'évade, puis ensuite il continue de militer. Et la dictature en Argentine, en Uruguay, revient au pouvoir dans les années 70. Il est de nouveau enfermé et il sort au bout de 14 ans à la fin de la dictature, donc on est en 85. Et il a presque 50 ans. Voilà. Et donc, en fait, il a 50 ans, il sort de prison et là, il s'engage en politique. Il devient d'abord sénateur, ensuite ministre de l'Agriculture, et puis en 2010, il est élu président de l'Uruguay. Et alors, il s'est beaucoup assagi, hein, il est beaucoup moins radical, il a une politique sociale démocrate, donc il est plutôt centre-gauche. Il n'est pas contre le capital à tout prix, à un moment où beaucoup de pays en Amérique latine sont très radicaux, hein, Kirchner en Argentine, Chavez au Venezuela déjà. Donc il s'est vraiment assagi, il promeut beaucoup, son gros combat c'est la paix. Il légalise le marijuana, donc très progressiste aussi dans les mœurs. Et puis il refuse surtout tous les attributs du pouvoir. Là, je vous ai mis un petit extrait d'un reportage juste pour voir comment il vit en tant que président. Pépé, comme on le surnomme ici, a toujours mené un style de vie modeste et il a refusé d'en changer en arrivant au pouvoir. Il a fui la résidence présidentielle pour rester vivre dans sa petite ferme des alentours de Montevideo. Il ne porte jamais de cravate, roule dans une vieille Volkswagen de 1987 et reverse 90% de son salaire à des œuvres caritatives.
ce qui lui a valu le titre de président le plus pauvre du monde. Je vis bien, je ne veux pas me compliquer la vie, c'est tout. Je ne fais pas une apologie de la pauvreté et je ne dis pas que le monde doit revenir à l'époque des cavernes, pas du tout. Mais je suis contre la frivolité et la bêtise. Voilà, donc il n'aurait pas été très pote avec Hugh Hefner, mais ils avaient quand même pas mal de combats en commun. Et moi, Mourika, en fait, pour moi, c'est l'audace, c'est l'humilité, en fait. C'est l'audace de donner une direction à sa vie et de ne pas chercher à savoir ce qu'il veut faire ou comment il peut être heureux, mais de savoir ce qu'il doit faire et comment il peut être utile. Et ça, c'est quelque chose qui, je crois, quand on est jeune, et c'était le cas déjà quand nous on l'était, on nous demande sans arrêt, et puis on vous demande encore à 30 ans et à 35 et à 40, qu'est-ce que vous voulez faire? Il faut que tu saches ce que tu veux faire, il faut chercher, il faut chercher à l'intérieur de soi, et on se replie complètement, et je me dis que parfois c'est très angoissant en fait quand on ne sait pas ce qu'on veut faire, on ne sait pas où on va, on ne sait pas par où commencer. Et lui, sa manière de retourner la question et de ne pas se demander qu'est-ce que je veux faire, mais plutôt qu'est-ce que je peux faire, je trouve ça assez puissant. Et c'est quelque chose qui moi, m'inspire pas mal. Et dans mon livre, j'ai cité un passage. En fait, il était au Mexique, dans une université, et puis il y a une jeune fille qui lui a posé une question politique. Bon, il a un petit peu répondu à côté de la plaque, mais il lui a dit, je vous le lis, c'était un peu viral. Il a dit: on peut vivre parce qu'on est né comme un scarabée ou une fourmi, mais la nature nous a dotés d'une conscience. En partie, vous pouvez donner une direction à notre vie. Si vous ne le faites pas, ne vous tracassez pas, le marché le fera pour vous et vous passerez votre vie à rembourser des prêts à chaque fin de mois, bercé par l'illusion que vous progressez car vous achetez de nouvelles choses, jusqu'au jour où vous vous réveillerez dans la peau d'un vieux con. L'alternative, c'est que vous consacriez une partie de votre vie au service d'une petite utopie. Par exemple, celle de construire un meilleur pays, une meilleure société pour la génération future. Mais il s'agit là d'une décision consciente qu'il faut prendre à un moment donné. Si vous ne la prenez pas consciemment, la société vous embarquera automatiquement et vous croirez que le progrès, c'est de passer d'un scooter à une petite voiture, puis d'une petite voiture à une Audi. Et ça, je trouve ça assez puissant parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, on remet assez peu, même si ça commence en question, la définition du succès. Et pour lui, le succès, c'était de mettre sa vie au service de quelque chose de plus grand que lui, de faire partie de quelque chose de plus grand que lui, plutôt qu'être dans l'introversion permanente, qui suis-je, qu'est-ce que je veux, etc. etc. Ah, donc vous avez, voilà, donc ça c'est trois histoires très différentes, de personnalités très différentes et d'illustrations de l'audace très différentes. Mais pour moi, il y a un point commun à toutes ces histoires, au-delà de l'audace, c'est que c'est des histoires de choix. C'est trois personnes qui ont choisi, ont fait des choix très forts à un moment de leur vie, qui ont donné une direction à leur vie, qui ne se sont pas laissés freiner par les incertitudes, par les conventions ou par la peur, en fait. Et j'ai perdu mes notes. Donc voilà, et pour moi, l'audace, en fait, c'est ça, c'est choisir sa vie, c'est tenter de lui donner une direction sans savoir nécessairement où ça va mener, mais de prendre la décision consciente dont il parle ok, c'est moi qui vais décider, c'est pas les autres, et puis je vais pas me laisser freiner par toute la peur de l'échec ou tout ce qui est un petit peu extérieur. Et alors vous allez me dire, ok, mais c'est pas moi, en fait, c'est trois personnes avec des destins quand même assez extraordinaires, et suffisamment extraordinaire pour qu'on en parle et qu'on fasse une conférence dessus. Mais moi, dans tout ça, pourquoi Romain m'a invité, pourquoi c'est audacieux? Alors moi, j'ai toujours eu le sentiment d'être quelqu'un de très audacieux parce que j'étais très libre et j'avais toujours le sentiment de faire ce que je voulais quand je voulais. Ce qui n'est pas complètement faux parce que moi, mes parents sont commerçants dans une station de ski, ils n'avaient pas un grand dessin pour moi, il n'y avait pas une grosse pression de leur part pour que je fasse ci ou ça. Et du coup, ça m'a donné quand même une grande liberté, mais aussi j'étais un petit peu perdue, donc il fallait inventer soi-même son chemin. Et je suis partie très tôt de chez moi. Après mes parents se séparaient, on s'est retrouvés en Belgique. Et je suis partie très tôt de chez moi, j'avais pas 17 ans, je suis venue m'installer ici, à 1000 km de chez ma mère. Pourquoi? Parce que c'était joli, tout bêtement.
Ensuite, à 19 ans, je suis partie vivre en Angleterre, je connaissais personne. L'année d'après en Espagne, je parlais pas espagnol. J'avais eu la bonne idée d'apprendre l'allemand. Et puis, je sais pas si quelqu'un... Bon, c'est bien, j'ai tout oublié. Et puis voilà, j'ai accepté un job qui m'a, au bout de 2 jours, amené en Bolivie, où je suis restée 2 mois, où j'étais face à des ministres à parler d'hydrocarbures. J'y connaissais rien, donc ça supposait, sinon de l'audace, pas mal de bas-coups. Et puis bon, de toute façon, j'y étais, donc voilà. Et puis après, j'ai osé arrêter ça. C'est un métier qui apporte beaucoup de statut, beaucoup d'argent, et puis pour me retrouver finalement sans rien, et puis assez vite en Argentine à gérer un magazine, là encore, je savais rien, je connaissais personne, mais c'était aussi la confiance de dire, on verra bien, puis si ça marche pas, bon, ça marche pas, mais je pense que je peux y arriver. Et voilà, et donc j'ai toujours cru que j'étais quelqu'un de super audacieux, mais maintenant avec du recul, tout ça, c'était assez facile. En tout cas, pour moi, c'était assez facile. Parce qu'encore une fois, j'étais libre et que j'avais pas grand monde à décevoir. Si ce n'est moi. Et c'était pas rien, mais en tout cas, voilà, j'avais pas grand chose à perdre et j'avais pas grand monde à décevoir. Et donc, avec ce même recul, je me dis que la vraie décision vraiment audacieuse que j'ai prise, c'est d'écrire effectivement ce livre il y a 2 ans, où j'étais en Suisse, je bossais dans une start-up que j'avais cofondée. Ça n'a pas très bien passé, et puis je suis partie assez vite et je me suis retrouvée à la maison. Et là, je me suis dit, j'ai plus le choix en fait. C'est maintenant, j'ai plus d'excuses. On trouve toujours des excuses quand il y a quelque chose qui nous fait peur. Alors c'est, je vais pas gagner d'argent, j'ai pas le temps, les enfants. En fait, on trouve toujours. Et puis une fois que j'ai mis vraiment la grosse contrainte de côté, c'était plutôt matériel avec l'argent. J'avais quand même 1 an devant moi. Et je me suis dit, en fait, c'est quoi le vrai truc qui me retient de le faire? Et en fait, c'était clairement la peur de l'échec. Et donc, la seule question que je me suis posée, qui tient en 2 mots et qui a tout débloqué, c'était celle de dire, et alors, en fait? Et alors, si je me plante, et alors, j'aurais pas perdu 1 an, parce que je serais moins bête à la fin qu'au début, parce que je vais apprendre plein de choses. J'avais vraiment envie d'aller investiguer ce sujet, et j'avais envie de le faire. Et donc, en fait, en gros, je risquais de ne pas être publiée. Bon, voilà, quoi, ça m'aurait vraiment fait mal. Mais c'était pas grave, en fait. Ça n'allait pas ruiner ma vie non plus, quoi. Et donc, je m'y suis mise. Et j'ai passé 1 an à l'écrire toute seule dans mon coin. Et puis, j'ai eu la chance d'avoir un éditeur, enfin 2, qui m'ont proposé de l'éditer. J'ai signé avec Flammarion. J'ai eu une autre année de travail, parce que signer, c'est bien, mais en fait, derrière, il y a encore plein de boulot. Et puis, voilà, il a été publié en mai. Et pourquoi c'était vraiment le choix le plus audacieux que j'ai fait parmi tous ceux que j'ai fait? C'est parce que justement, c'était un choix qui importait vraiment et que j'étais tout seul. Personne n'est venu me chercher, personne ne me l'a proposé. On me proposait à peu près tout sauf ça, d'écrire, alors que c'était ce que je voulais faire et que je n'avais jamais dit. Et du coup, j'ai perdu un petit peu le fil du truc. Mais oui, et comme c'était un choix qui importait, c'était un choix que j'avais peur de faire parce que les conséquences allaient être importantes pour moi, en fait, si je ratais psychologiquement. Mais voilà, et c'est donc tout ça pour vous dire qu'on a chacun notre définition de l'audace, et c'est pas l'échelle en fait qui importe, c'est pas de faire le truc le plus spectaculaire, un tour du monde, ou c'est pour vous en fait, qu'est-ce que ça veut dire de faire quelque chose d'audacieux, de faire quelque chose qui vous importe et de dépasser vos peurs de l'incertitude, de l'échec, dépasser tous vos freins en fait pour aller au bout de quelque chose qui vraiment vous importe, que ce soit là encore faire un marathon. Monter une boîte, envoyer un CV dans une boîte qui vous fait envie ou écrire un livre en fait. Donc c'était ça en fait que je voulais vous dire. Et voilà, encore une fois, l'audace, c'est dépasser quelque chose qui nous freine pour faire quelque chose qui nous tente. C'est faire plutôt que pas faire, tenter plutôt que pas tenter. Et c'est laisser ses choix être guidés par des aspirations plutôt que par des peurs. J'espère tous mes trucs. Et le président Mandela, qui a beaucoup de points communs avec Mourica quand on y pense, avait une phrase qu'il aimait bien dire, c'était « surtout aux jeunes », il leur disait « puissent vos choix être guidés par vos espoirs et non par vos peurs ». Et moi, je vous invite à vous souvenir de cette phrase, parce qu'on a un moment où là, on a l'impression que toutes nos décisions personnelles et collectives sont vraiment guidées par la peur. Je vous invite à garder cette citation en tête pour que quand vous hésiterez entre faire et pas faire, tenter et pas tenter, ce soit vos espoirs et vos aspirations qui fassent pencher la balance en fait. Voilà, merci.
pas vu le temps, mais je pense que mal. C'est portable pour le coup. Alors, je ne sais pas comment ça. Il y a des questions, je crois, si quelqu'un a Alors, donc, à l'audace de poser une on a question. plusieurs temps. Merci infiniment, Sophie, pour cette présentation donc inspirante, avec à la fois un écho entre votre histoire et puis d'autres histoires que vous avez croisées, rencontrées, que vous êtes allées chercher, assez différentes. Les temps qui suivent, c'est un temps d'échange avec la salle. Et puis un temps également de contribution donc, de l'IREF, de notre laboratoire de recherche, au travers donc, d'un bouclage, on va dire, de Daniel Françoise, qui travaille sur les questions de ressources humaines, leadership. Mais avant de lui laisser la parole, effectivement, on peut faire un petit tour pour voir si vous avez des questions. Les questions peuvent aussi être sur Teams. Hein. Oui, les questions peuvent venir de la... Oui, je viens d'écrire sur le chat. Je ne sais pas, Nicolas, si tu veux... qui s'occupe de Teams pour les voir les questions? C'est moi. Ah, d'accord, Barbara. Elle sait pas si on s'affiche. Moi, j'avais une question. Vous avez souvent des portraits de personnes emblématiques qui apportaient des choses, et avec les définitions d'audace que vous aviez derrière. Est-ce que vous pensez que l'audace rend meilleur au final? C'est de la philo. Meilleure, je ne sais pas, mais en tout cas, elle fait avancer. Elle fait. C'est ça, je pense que c'est le moteur, c'est un moteur super important pour faire en fait, plutôt que pas faire. Et en général, ce qu'on regrette à long terme, c'est quand même ce qu'on n'a pas fait. Alors à court terme, peut-être pas, mais à moyen et à long terme, on regrette tout ce qu'on n'a pas fait. Et c'est souvent par manque d'audace en fait, c'est qu'on n'a pas osé tout bêtement, parce qu'on avait peur des conséquences. Et franchement, en général, on surévalue énormément les conséquences négatives de l'échec en fait. Parce que déjà, les échecs, on s'en remet, à moins vraiment de se tuer, quoi. C'est le seul truc vraiment grave qui puisse arriver comme ça. Mais on apprend beaucoup et puis on surestime toujours le malheur que ça va générer. Et ça, c'est prouvé, hein, c'est des études en psychologie qui ont montré ça, c'est qu'on surévalue beaucoup l'impact négatif de choses qui vont nous arriver si on se plante, si on perd un boulot, si on est ruiné, si on divorce. Et en fait, en vrai, quand ça arrive, on a un petit côté, il y a un petit moment où c'est pas rigolo, hein, mais assez vite, on est beaucoup plus résilient que ce qu'on croit en fait. Et puis c'est ça aussi qui forge une personnalité, et c'est important de se créer une personnalité. Donc oui, je ne sais pas si ça rend meilleur, mais en tout cas, ça fait des vies plus intéressantes, je pense. Oui. Je demande ça parce que par rapport à la fin de votre présentation, c'est quoi la différence en fait, entre audace et courage par rapport à ce que vous avez dit à la fin, à la peur, etc. J'ai l'impression que c'est assez similaire. Ouais. D'accord. Non, mais c'est le courage. L'audace et le courage, c'est de dépasser un certain nombre de peurs, en fait. Donc, il faut être courageux, en fait, pour être audacieux. Je pense pas qu'il y ait une grosse différence. C'est plus des subtilités, mais oui, il n'y a pas de courage sans... Il n'y a pas d'audace sans courage, en tout cas. C'est nécessaire, quoi. Mais d'ailleurs, la première histoire, je disais que la définition, enfin, moi, la façon dont elle l'illustrait, c'est ça, le courage d'y aller, quoi, encore une fois, de braver les incertitudes. Et ça demande Puis il y a le courage aussi des Morika, hein, de lutter comme ça, de mettre sa vie au service de... On le ferait pas aujourd'hui, moi je le ferais pas, de me dire non, moi j'ai qu'une vie, j'ai pas envie d'aller la passer dans un puits pour des idéaux qui sont, de toute façon, ça marchera jamais, le monde est pourri, les capitalistes vont toujours gagner. Enfin, voilà, il y a quand même un espèce de... Il y a quand même une énergie et un feu, quoi, dans certaines personnes qui est quand même super remarquable, mais qui demande beaucoup de courage, quoi. Donc voilà, pour moi c'est un peu la même chose, ouais. Du coup, l'audace, ça demande quand même un peu d'inconscience aussi, parce que si on doit passer au-delà de faut pas réfléchir, par exemple, la jeune fille à 16 ans, je veux dire aussi que c'est aussi un projet inconscient, même si elle est audacieuse, on a besoin de l'inconscience. Alors je pense que non, parce qu'elle était très préparée. Et tout est dans la préparation. Effectivement, si on fait n'importe quoi, alors pour moi, l'inconscience, c'est plutôt les jacasses. C'est faire des trucs qui servent à rien, aussi à nous faire rire, donc c'est déjà pas mal, je voulais me dire. Mais ça sert à rien en plus, ça prouve rien, à part que l'homme est con, quoi. Et qui sont très créatifs.
Mais elle, non, elle est très préparée. Et donc, c'est de l'inconscience si on n'est pas préparé. Si on ne cherche pas à savoir quels sont les enjeux, si on ne sait pas pourquoi on le fait aussi, je pense que c'est un peu de l'inconscience. Mais sinon, non. Si on fait le travail, si on essaye d'anticiper, qu'on se prépare physiquement, là, on prend l'exemple de cette jeune fille et donc des explorateurs qui font comme elle, ils bossent en amont, hein, c'est ce que je disais. Donc pour moi, ce n'est pas de l'inconscience. Pour le coup, c'est le degré au-dessus, c'est... Oui, il y a des risques, mais ce n'est pas des risques inconscients, on le sait, et ils sont prêts en fait à s'y confronter. Déjà, un, pour voir s'ils vont trouver des solutions, et ils ont confiance à ce niveau-là. Et puis deux, en fait, de se dire, c'est quelque chose qui est tellement puissant, qui les anime et qui veulent tellement fort, qu'ils sont prêts quand même à prendre ce risque. Même si, moi, il y a un mois, on a organisé avec une amie, via une association qu'on a, une conférence avec une exploratrice, qui, en plus d'avoir monté les sommets de l'Everest et compagnie, a traversé en solitaire l'Antarctique. Et moi, je lui ai dit, mais est-ce que c'est pas... pourquoi prendre des risques inutilement? Parce qu'en fait, ça sert à quoi de traverser l'Antarctique? Personne ne lui a demandé, hein, c'était pas une mission scientifique, c'était un défi personnel. Hein. Et elle disait, et en fait, elle a complètement nié ça, dans le sens où elle a dit, non, c'est pas du tout de risque, tu prends aucun risque. Alors pour nous, ça paraît complètement fou d'entendre ça. J'aimerais envie de dire, bah si, quand même, le risque, c'est qu'à tout moment, on tombe dans l'eau glacée, on n'a plus rien à manger, moi, j'en voyais des tonnes des risques. Et elle, non, elle disait, non, j'étais super préparée. Bon, il y avait un petit peu elle exagérait un peu, je pense. Mais pour eux, c'est pas de l'inconscience du tout, parce qu'ils sont préparés. Évidemment, si toi et moi, on y va demain, c'est complètement inconscient. Mais c'est ça un peu cet équilibre entre préparation et accepter une part d'incertitude qui suppose plus que de l'inconscience, de la confiance. Et la confiance, c'est ce qui manque, je pense, en général. Et puis, et de plus en plus, il y a le sentiment, c'est ça, la confiance. Donc, ok, ça va aller en fait. On va trouver une solution, ça va bien se passer. Ou ça va se passer. Et puis, s'il y a des épreuves, il va y avoir des tempêtes, il va y avoir des passages par-dessus bas. Mais ça va aller en fait, ça va passer. Non? Je sais pas. Ouais, je sais pas. Voilà. Du coup, vous diriez qu'on peut s'entraîner à devenir audacieux? On commence par des petits choix, on va aller vers des plus gros. Je pense que c'est comme tout, en fait. Plus on en fait des choix, plus c'est facile. Parce que c'est une habitude qu'on prend. Et puis surtout, on se rend compte, le premier, le deuxième, le troisième, que ça va, ça se passe bien. En fait, on a osé faire un truc. Puis je sais pas, au pire, vous prenez un vent dans une soirée, c'est pas grave, en fait. Puis du coup, la prochaine soirée, vous pouvez essayer. Moi, j'ai croisé un gars une fois parce que je le ramène à la vie personnelle, mais un gars à Paris, le matin, sur le RER, je sais pas, il devait être 8h ou 9h, un monsieur avec un sac à dos remonté jusque-là, un peu le style ingénieur. Et le gars, il arrêtait les filles. Non, mais en plus, il ressemblait pas, voilà, c'était pas Brad Pitt, il avait pas le style et l'attitude de Hugh Hefner, enfin, le style de Hugh Hefner après. Et le gars, il s'arrêtait voir en l'occurrence moi. Et il m'a dit, oui, je cherche une jeune femme entre 30 et 35 ans pour fonder une famille, est-ce que ça vous intéresserait? 8h du matin, le mec. Et j'ai trouvé ça génial. Alors, bon, je n'étais pas intéressée, je lui ai dit que j'aimais pas les enfants pour pas les vexer. J'adore les enfants, mais... Et j'ai trouvé ça incroyable. Et sûrement qu'il l'a refait derrière. Mais la première fois où il l'a fait, il a dû avoir le... Voilà, mais il a dû avoir le cœur, mais tellement rapide. Et puis, je pense qu'à la 15e fois, et puis ça se trouve, il a trouvé comme ça, j'en sais rien, mais ça s'entraîne, Et il a dû se dire, au pire, elle va me dire non. Il y en a qui ont peut-être un peu moins sympa que moi, entre guillemets. Et il a dû se dire, et alors, en fait, c'est pas en le faisant pas que je vais trouver aussi, quoi. Donc oui, moi, je suis convaincue que ça s'entraîne. Il faut essayer. Un, pour se rendre compte que c'est pas bien grave quand ça marche pas. Et puis deux, quand ça marche, c'est tellement chouette, quoi. Ça vaut tellement le coup, en fait. Donc voilà. J'en ai une bonne aussi à la même que vous, juste pour parce que je trouvais ça trop rigolo. Je retire de l'argent dans une banque à 8h du matin, et il y a un type qui vient vers moi avec un petit code vocaux sur le numéro de téléphone derrière et il me dit: aujourd'hui c'est mon jour de chance, est-ce que vous accepteriez de boire le café avec moi? J'ai trouvé ça génial. Et c'est votre mari. Merci pour votre présentation et puis votre parcours qui est vraiment super. Moi j'avais une question à vous poser. Donc vous avez effectivement décliné cette audace plutôt à l'échelle individuelle en fait. Hein. Vous avez parlé de parcours d'individus exceptionnels, vous-même.
Et du coup, je me disais, en fait, aujourd'hui, dans les organisations, une des difficultés, en fait, c'est plutôt d'avoir une espèce de collectif qui soit audacieux. Et j'aurais bien aimé avoir une lecture de ça aussi. Est-ce que vous pensez que l'audace, quelque part, ça peut être aussi un levier, une dynamique beaucoup plus collective, beaucoup plus partagée, beaucoup plus soutenable et durable aussi? Bon, voilà, j'aurais bien aimé avoir votre avis là-dessus, sachant que vous avez vous-même eu une expérience évidemment en éthique et dans des organisations très différentes. Donc, est-ce que vous avez utilisé aussi cette audace au profit de collectifs? Alors moi, j'ai pas ce sentiment-là, mais par contre, je l'ai ressenti de mon premier boss, en fait, que j'ai suivi vraiment dans toutes ses aventures, parce que lui-même allait un peu dans tous les sens, et qui, lui, c'est là où on voit la puissance du leadership aussi, hein, c'est d'avoir à un moment donné, de croiser le chemin de quelqu'un qui donne envie. Et moi, bon, c'est Mathieu Pigas, pour ne pas le nommer, je pense qu'il est un très mauvais manager, hein, il répondait jamais aux questions, il laissait tout le monde se débrouiller, etc. Mais il a un truc très inspirant, c'est qu'il disait toujours foncez, quoi. En gros, on avait une idée, il n'était pas du tout cassant, et j'en ai eu d'autres après, des boss qui étaient plutôt à dire non, 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 et qui cassaient comme ça tout le temps les dynamiques. Lui, c'était toujours, même si c'était des trucs des fois débiles, hein, c'était juste pas possible, quoi. Il disait vas-y, fonce tout le temps. Et ça m'avait vraiment marqué parce que c'est quelqu'un qui donne sa confiance, et ça, d'un leader, c'est très puissant. Et dans une organisation, si on n'a pas des bons leaders, en haut, on ne doit pas avoir des managers, on doit avoir justement, à mon sens, des personnes qui sont capables d'insuffler ça et de donner envie aux gens de faire et de repousser un peu, de bousculer les choses, de repousser quelques limites, en leur disant je vous fais confiance en fait. Parce que là encore, si on se plante, c'est pas grave, on est ensemble, on est une organisation, il y a des choses à... Donc moi c'est comme ça que je l'ai vécu, c'est mon témoignage personnel, d'avoir pu côtoyer des gens inspirants qui ont aussi du coup inspiré complètement, parce que si moi personne m'avait dit fonce, je n'aurais jamais fait ça. Enfin, c'est complètement, pour le coup, je ne sais pas si c'est inconscient, mais en Argentine à 26 ans avec un background de banquière pour aller diriger un magazine de rock avec que des hommes de 40 ans, c'est compliqué quoi. Mais le fait d'avoir quelqu'un qui dit vas-y, j'ai confiance, ça met c'est fou quoi, ce que ça... S'il a confiance, c'est mieux que moi, donc c'est que quelque part, ça doit pouvoir être possible en fait. Alors qu'il ne le savait pas plus que moi. Hein. Donc il y a quand même un effet un petit peu d'entraînement qui après aussi réverbère sur lui. Je pense que c'est quelque chose qui à un moment donné devient un peu une philosophie. Après nous, je pense qu'en France, on n'est pas très audacieux. En Argentine, ils le sont beaucoup. Parce que l'histoire est différente aussi, c'est des gens qui ont tout le temps l'habitude de se casser la figure, de remonter, et donc ils osent plein de choses, quoi, parce qu'ils ont beaucoup moins à perdre que nous. On s'accroche à notre confort, on s'accroche à nos acquis. Quand on n'a pas tout ça, j'ai beaucoup plus ça en Afrique aussi, on est beaucoup plus audacieux parce qu'on est beaucoup plus libre aussi. Et ça donne une mentalité qui est plus différente. Et c'est vrai que là, aujourd'hui, nous, il nous manque quand même... un peu ça, et je ne sais pas bien comment, à commencer par des leaders qui inspirent ça. Quoi. Je ne sais pas si j'irai. Ça sera une bonne transition pour lire. Du coup, je te laisse la parole, Daniel. Non, mais il y a peut-être des questions. Moi, j'avais une question sur le sujet de sécurité. Par exemple, comment ça joue pour vous dans la prise de décision? Parce que souvent, quand on n'a pas forcément peur d'y aller, on a souvent peur de revenir. Par exemple, dans les choix de carrière ou dans les choix d'études, tout ça, ouais. On se dit, j'ai pas forcément je vais y aller, je vais prendre des risques, mais quand je vais revenir, ça va être plus compliqué pour moi. Quand vous êtes mêlé de haute école parisienne, et vous me dites, je vais aller à une opportunité, parce que quand je reviendrai, je sais que j'en aurai d'autres. Mais de revenir, c'est-à-dire une fois que vous avez une opportunité, par exemple, en Argentine, quelque part, de revenir à la bonne époque. Je revenir parce que je sais que j'aurai moins de choses, des choses peut-être moins bien. Ouais. Et je préfère ne pas partir et construire quelque chose de plus. Oui, en fait, on sait toujours ce qu'on perd. Oui, non, c'est une très bonne question. En fait, on sait toujours ce qu'on perd, on ne sait jamais ce qu'on gagne, mais c'est pour ça que moi, je reviens souvent à cette phrase de Mandela que je vous ai répétée, c'est ça peut pas être la peur en fait qui dirige les choix. C'est une très mauvaise façon d'avancer quand on y pense. C'est ça qui est derrière la plupart de nos choix et de nos choix, c'est souvent la peur qui nous empêche de faire des choses ou qui nous fait faire des choix très conservateurs, très comme ça je me ferme aucune porte ou
ou comme ça, au moins, je suis sûre que je suis confortable, etc. Et moi, je me la suis jamais trop posée comme ça, parce que j'avais pas envie d'avoir une... j'étais très curieuse, je pense que la curiosité, ça aide. J'avais envie de voir ce qui se passait après. Et oui, quand j'ai quitté la banque d'affaires, je savais que... Et en vrai, c'est pas vrai, parce que moi, quand je suis revenue d'Argentine, ils m'ont proposé de me reprendre, ce qui était quand même improbable, vu le parcours que j'avais fait. Mais en fait, tout n'est pas... Enfin, c'est pas si impossible que ça. J'aurais pu revenir à un niveau plus bas, du coup, que ce que j'aurais été si j'étais restée. Mais c'était pas... En fait, on croit souvent qu'on peut pas revenir, que tout est irréversible. Et c'est pas vrai, il y a beaucoup de choix qui, en fait, peuvent être assez vite défaits. Et encore une fois, les conséquences sont pas aussi dramatiques. Et deuxièmement, en fait, la vie est faite comme ça. On ne sait pas où on va, mais en fait, si on est alerte, si on est attentif, et si on a confiance, je reviens toujours là-dessus, mais c'est quelque chose aussi qui se travaille, on se dit, c'est pas grave, ça va m'emmener dans une autre direction, c'est clair, mais si ça se trouve, c'est là où je dois aller aussi. Hein. Il y a quelque chose, moi, que je vois avec du recul, c'est que j'ai fini par trouver ma place. J'étais bien dans tout ce que j'ai fait. Moi, je n'ai pas fait des burn-out à chaque fois qui m'ont fait totalement tout reconsidérer. Je suis partie à chaque fois contente de ce que j'avais fait, mais j'avais quand même le sentiment que j'étais pas à ma place. Et c'est un truc qui peut pas être un peu con, comme ça quand on entend beaucoup d'intuition, son cœur, tout ça. Mais en fait, je me sentais pas à ma place. Et quand je suis partie de la banque, j'ai dit, je pense que je peux être meilleure ailleurs et je pense que je peux être mieux ailleurs, en fait. Et ils me disaient, mais c'est trop con, c'est n'importe quoi. Enfin, ils trouvaient ça complètement délirant. Ils disaient, mais non, c'est là que tu dois être. Je disais, bah non, je sais pas. Mais je savais pas pour autant où je devais être. Mais en tout cas, j'avais envie d'aller explorer. Et puis, c'est en explorant qu'on trouve, en fait, aussi. Hein. Donc, si on reste toujours dans une situation parce qu'on a peur de ne pas la retrouver, bah, soit elle te plaît vraiment et donc ne la quitte pas. Et soit, si tu as quand même envie d'aller voir ailleurs, c'est qu'elle ne te plaît pas tant que ça et donc y retourner, ce ne serait pas génial non plus, tu vois. Je ne sais pas si j'ai répondu, mais il faut se laisser porter aussi parce que la vie est assez bien faite, je pense, au final. Mais comme disait Steve Jobs, c'est en se retournant qu'on voit le lien entre les choses. Lui, il a quand même quitté l'université très vite, il a monté Apple, il s'est fait virer de sa propre boîte. Et lui, en fait, quand il a quitté l'université, je ne sais pas si vous avez entendu ce discours qui est génial de son speech de Stanford, où il raconte qu'il quitte l'université parce qu'il n'apprenait rien, qu'il avait l'impression de ruiner ses parents, etc. Et puis, il se baladait un peu dans la rue sans savoir où il allait. Hein. Il était complètement paumé et il a vu une calligraphie qui lui plaisait, donc il a pris un cours de calligraphie. Calligraphie, c'est pour faire des jolies lettres, quand même. Et en fait, c'est avec ça qu'il a eu l'idée de faire le Mac. Et ça arrive comme ça, en fait. Il a quand même osé. Alors, je ne vous dis pas de quitter l'université dès ce soir, mais si on est ouvert, si on est curieux, on trouve des choses et puis il faut les suivre, je pense. Il faut les suivre. Encore une fois, si c'est une aspiration. Mais vraiment, je reviens là-dessus. Aspiration, peur. Laissez pas les peurs vous freiner, quoi. Il y a une question sur Teams. Je ne sais pas si la personne peut activer son micro. Oui, vous m'entendez ? Oui. Alors, j'ai une question, parce qu'on parle beaucoup de l'individu et le fait d'oser, mais au-delà de ça, est-ce que vous ne pensez pas qu'on a un souci avec les organisations, que ce soit les organisations entrepreneuriales ou même les organisations d'apprentissage, dans le sens où on ne valorise pas les échecs positivement quand il y en a. Dans le sens où on vous dit, si par exemple vous êtes à l'université et que vous n'arrivez pas à avoir votre semestre, on vous dit bah vous rattraperez la prochaine fois, mais sans être convaincu que finalement il y aura des bénéfices de tout ça, quoi. Oui, mais je suis complètement d'accord. En fait, c'est assez français ça aussi. L'échec, c'est un peu définitif en France. C'est bon, bah t'as raté, tu sors en gros. Et alors que c'est là où on apprend le plus. Évidemment, mais je pense que c'est en train de changer. C'est des histoires, les gens prennent plus la parole, il y a pas mal d'initiatives qui se montent là-dessus, et je pense qu'il y a pas mal de dirigeants aussi qui ont conscience de ça, parce que c'est ça qui forge. On apprend beaucoup plus d'un succès, on le questionne pas, on croit qu'on a tout bien fait, qu'on l'a mérité, etc. Il y a assez peu de retours dessus, alors qu'en fait, un échec, on se retrouve forcément derrière à essayer d'analyser, essayer de comprendre, et puis pour pas faire les mêmes bêtises la deuxième fois. Et
En tout cas, moi, mes grands moments, c'était les moments où j'arrivais pas à faire ce que je voulais et que c'était. Oui, mais je pense que dans de plus en plus d'organisations, et notamment avec tout ce qui est maintenant, les entreprises essayent d'être un peu de management libéré et tout ça, c'est aussi pousser les gens à ce qu'ils fassent leurs propres projets, qu'ils essayent d'aller eux-mêmes dans leurs propres envies, quitte à... Alors après, il faut aller au bout du truc quand une organisation se lance là-dedans, mais il faut qu'ils soient capables d'accepter que ça marche pas, qu'ils se plantent et qu'ils du coup ils plantent un petit peu l'entreprise aussi, mais j'ai l'impression que ça évolue quand même. Enfin, je pense qu'on a un moment où, qui est très stressant et très angoissant, mais en même temps assez fascinant, parce que tout est remis en question. Je ne sais pas si vous avez ce sentiment-là aussi, et donc c'est maintenant qu'il faut un peu pousser quoi, pour que ça continue et pour continuer de bousculer tout ça, en fait. Voilà. Il y avait une question du... Par rapport à l'échec. C'est vrai qu'aux États-Unis, l'échec pour eux, c'est bon grave. Moi, j'ai le sentiment, je n'ai pas vécu aux États-Unis, hein, mais de tout ce que je vois, tout ce que je lis, oui, c'est limite, ils l'encouragent. Alors, c'est un peu des effets de mode aussi, mais oui, il y a le côté très américain, tu es par terre, tu te relèves. Et en fait, c'est aussi ça qui fait des personnalités. Enfin, moi, si j'étais recruteur, j'aimerais bien avoir quelqu'un qui s'est planté et qui s'est relevé parce que ça prouve qu'il y a quand même une certaine force. Et puis voilà, que c'est pas. Et encore une fois, qu'il a appris et qu'il y a quand même une profondeur que quelqu'un d'autre n'a pas forcément. Ça fait des parcours aussi. Hein, ça fait des. Mais oui, je pense que la culture est très. A un gros impact là-dessus. C'est que nous, on a grandi avec cette peur de l'échec qui nous paralyse. Hein. Et qui est complètement surévalué, complètement surestimé. Oui, puis parce qu'on a plus tendance à cacher, en fait. On a honte, ouais. À trouver des excuses, c'est le contexte, c'est ceci, ouais. Mais à pas assumer. Ouais. C'est dur de dire je me suis plantée. Enfin, mais c'est dur parce que c'est très mal vu. C'est très rare. Si c'était accepté et dire ah, tu t'es planté, c'est intéressant, et pourquoi tu t'es planté et qu'est-ce que ça t'a permis de faire? Parce que des fois, se planter, c'est vachement bien parce que ça permet de faire. Parce que parfois, c'était un truc qui était nul, quoi. Où c'était. On peut se planter aussi en poursuivant un rêve débile ou un mauvais rêve. Donc, dire non, mon objectif, c'est ça, et puis on se plante. Et puis, quelque part, des fois, il y a des sportifs qui arrêtent leur carrière à 20, 22 ans et qui se disent en fait, c'est un objectif qui n'était pas le mien, c'était papa qui m'avait mis. Et heureusement que je me suis plantée parce que ça m'a permis de faire moi ma propre. Donc des fois, je pense que c'est des moments de remise en question qui sont hyper productifs. Mais avant de se planter, généralement, on veut être dans la norme quand même. Même pour nos enfants et autres, on n'a pas envie qu'ils se plantent. Ouais, mais c'est quoi se planter du coup? C'est avoir une vie confortable. Réussir, c'est quoi? On veut pas qu'ils se plantent. Je suis d'accord, moi j'ai des enfants, je veux pas qu'ils se plantent, mais ils sont encore petits. Mais on veut pas qu'ils se plantent. En même temps, on veut qu'ils soient heureux. Et parfois, on perd un peu le vrai objectif de vue. On veut qu'ils fassent des grandes études, on veut qu'ils aient un boulot confortable avec un salaire qui tombe tous les mois sans prendre aucun risque, etc. Mais à la fin, s'ils sont pas heureux, ils se sont plantés, et nous aussi. Donc oui, c'est dur de faire l'arbitrage entre moi, si mon fils à 15 ans me dit je vais être artiste, je vais pas dire génial. Non, mais en même temps, c'est tellement rare aussi d'avoir une vocation, d'avoir quelque chose que il faut aller au bout de ça, je pense, en fait. Et si ça marche pas, je pense que quelqu'un qui a un peu de confiance, un peu de courage et un petit peu qui sait rebondir trouvera toujours quelque chose. C'est pas grave, franchement. Après, il faut pas s'obstiner non plus trop longtemps, quoi, quand ça marche pas. Mais... Ouais, c'est comme l'enfant qui apprend à marcher, si une fois qu'il tombe, on lui dit non, il ne faut plus faire. Ouais, c'est ça, je lui disais tu t'es planté, maintenant c'est fini, tu vas ramper jusqu'à la fin de tes jours. Et non, mais je voulais relier en fait la place de l'envie. Pardon. Non, c'est pas Je sors. Merci. Moi, je me demandais si je voulais dire audacieuse. Parce que je suis audacieuse, je deviens audacieuse. Je veux être audacieuse. Une gradualité, puis je me dis, est-ce qu'il n'y a pas une proximité à l'intuition qui va donner des objectifs qui sont alignés? Donc, est-ce que d'abord je ne suis pas audacieuse? C'est un tempérament, c'est quelque chose. Alors, moi, je ne suis pas psy, hein. Il y a des tests, je crois, qu'on peut faire où on voit le degré d'audace, etc. D'ailleurs, je crois, de ce que j'ai vu en faisant mes recherches, il y a des tests qui sont très courants maintenant, qui se font beaucoup en entreprise,
où on a comme ça des lettres, hein, on est MPSI ou je sais pas quoi, et il y a dans ces critères-là, et puis c'était Jung aussi qui avait 5 critères de personnalité, et il y avait le degré, alors c'était pas l'audace, mais c'était openness to experience, mais c'est la même chose, quoi, l'ouverture à l'expérience qui pour moi. Et donc c'est un trait apparemment de personnalité il y a une partie d'inné, mais moi je pense qu'il y a une énorme partie d'acquis, partie d'exemples qu'on a eu, si on a vu nos parents tenter des choses, si on est dans un environnement qui nous fait confiance, qui nous pousse à essayer, quitte à se planter, qui n'est pas comme ça, genre ah tu t'es planté, ah là là la honte. Tout ça c'est quelque chose, ça dépend beaucoup à mon sens du contexte en fait. C'est quelque chose qu'on peut apprendre. Je pense que c'est quelque chose qu'on peut transmettre à des jeunes, à des enfants. C'est quelque chose qu'on peut transmettre quand on est un parent, quand on est un dirigeant, quand on est un prof. C'est quelque chose qu'on peut vraiment, je pense, initier. Et après, il y a toujours des personnalités qui seront plus ou moins. Mais donner cette base, je pense que... Et après, sur l'intuition, c'est encore... c'est une question... Oui, l'audace de suivre son intuition, là aussi, hein, ça suppose d'avoir confiance, quoi. Donc de se dire, je sens quelque chose, et ben je me fais suffisamment confiance à ça, à cette petite voix peu intense, c'est une espèce de malaise des fois, et puis d'y aller, quoi. Ça suppose d'être audacieux, bien sûr. Ça suppose... Mais ça, je suis convaincue que ça se travaille. Allez, je me lance. Non, c'était de relier un petit peu la place de l'envie et de l'expérience dans nos choix. Et finalement, est-ce que vous aviez envie, jeune, d'écrire? Est-ce que c'était quelque chose que vous avez ressenti, pour laquelle vous avez ressenti une envie déjà plus jeune? Et finalement, en quoi votre expérience de vie professionnelle vous a fait passer à l'action et finalement de le faire? Oui, j'ai toujours eu envie d'écrire et j'ai retrouvé des petits carnets intimes là dans un déménagement de moi super jeune où je disais je voudrais écrire un livre et j'avais oublié ça en fait, hein, c'est marrant. Et il y a un moment où ça revient et quand je parle avec beaucoup de gens autour de moi qui écrivent ou ils ont tout, alors ça a toujours été là, j'ai toujours vu ça, j'ai toujours des gens qui ont toujours eu envie, c'est pas un truc qui, il y en a sûrement, hein, mais moi je vois que dans une très très grande majorité des gens qui écrivent sont des gens qui ont toujours voulu écrire et qui a toujours eu ça quelque part, qui me laisse penser qu'on est un peu fait pour quelque chose, même si on n'est pas forcément très bon, mais en tout cas, il y a un truc. Et puis, et moi, mon parcours, ça a été une longue fuite, parce que j'avais peur de le faire et peur de me planter, en fait. Et donc, à chaque fois qu'on me propose... Moi, je démissionnais tout le temps. Tous les 3-4 ans, je démissionnais. Alors que j'aimais ce que je faisais. Hein. Donc, c'était qu'il y avait quand même un truc où je me disais, non, il faut arrêter ça. Et puis, en fait, j'avais pas le temps de réfléchir que, par chance, on me proposait autre chose, où j'avais tout fait pour qu'on me propose autre chose. Et du coup, ça me permettait de dire, ah ben non, alors du coup, ça, je le fais parce que c'est super intéressant. Et puis, ça a le mérite d'être réel et d'être concret, parce que c'est bien beau de vouloir écrire, mais il faut s'y mettre, il faut avoir une idée, et il faut s'y coller, quoi. C'est une discipline aussi, on ne sait pas si on en est capable. Et du coup, j'ai toujours pris d'autres trucs qui étaient certes super intéressants, mais je ne regrette absolument pas d'avoir fait. Mais maintenant, je me dis, en fait, tout ça, c'est un peu une grande fuite. Et je pensais que je démissionnais parce que j'étais tellement curieuse que j'avais besoin de changer. Il y avait un peu de ça, hein, j'avais besoin de changer tout le temps. Mais c'était surtout parce que j'étais pas encore à ma place, en fait. Tout simplement, quoi. Et oui, finalement, comme disait Rachel, parce que derrière ça, c'est aussi la question de pour quelle cause on veut se vouer en tant qu'individu, quel est un peu le défi et les choses sur lesquelles on veut se vouer. Comme disait Rachel, l'envie, elle est plutôt individuelle et quand bien même on a l'envie, on n'ose pas faire le choix de cette envie parce qu'on a des freins derrière. Et quand on passe en collectif, l'expérience, finalement, elle permet de faire ce choix et de passer à l'action. Oui. Oui, puis l'envie, elle n'est pas forcément qu'individuelle. Enfin, on repart de Mourica, parfois, on est inspiré par un groupe de gens, par un engagement, d'envie de faire partie de quelque chose, en fait. On n'est pas que moi. Des fois, c'est moi avec eux ou moi faire partie de ça. Et moi, je trouve ça super beau. Et puis aujourd'hui, on en a vraiment besoin. Donc, parfois, ça peut être initié par faire partie d'un projet, d'une boîte. Il y a plein de manières de se réaliser. Et puis, tout le monde n'a pas une vocation aussi. Hein. Enfin, je sais pas, moi, je fais pas partie des gens qui pensent qu'on est tous là pour quelque chose, que notre destin nous attend quelque part. Non, et enfin, j'en sais rien. Moi, j'ai l'impression d'avoir trouvé ma place. Est-ce que c'était mon destin? J'en sais rien. Ça se trouve, je suis nulle. Le livre va se vendre à 5 exemplaires. Mais moi, j'ai adoré le faire. Et puis 5 exemplaires, je sais que je les ai déjà vendus. Ma mère l'a acheté. Mais, et puis, Daniel. C'est le club. Le club, d'accord, ils se sont cotisés. Mais voilà, je pense que... Et après, il y a autre chose, c'est que
il faut explorer aussi. C'est que si on, et ça revient à ta question, si on ne tente pas des choses, tu ne vas pas trouver. Donc tu peux avoir une vie confortable dans un job qui te va plus ou moins, et puis finir, comme dirait Mourika, comme un vieux con, et te dire, en fait, et puis te dire à 50 ou 60 ans, ah c'est tout. Et moi j'ai toujours cette phrase qui est, que je vois aussi dans beaucoup de parcours de gens qui à un moment donné, Hugh Hefner le premier, ont des espèces de révélations en train de conduire, ou je sais pas, un truc qui n'a rien à voir, de faire la vaisselle, et qui disent, non, c'est pas possible, ma vie ça peut pas être que ça, quoi. Il faut aller voir ailleurs, il faut essayer des choses. Et puis si on n'est pas curieux, si on ne va pas voir ailleurs, on risque pas d'être inspiré et on risque pas de trouver quelque chose qui nous plaît vraiment. Donc il faut faire, il faut pas attendre. La vocation, c'est pas un truc, non, moi je fais pas partie des gens qui pensent que c'est en méditant toute la journée que tout d'un coup on va avoir une espèce de qui va arriver. Non, il faut aller la chercher, l'inspiration. Elle tombe pas du ciel. Enfin moi je crois pas. Je crois pas. Il y a des gens qui ont des révélations comme ça, mais moi, je suis allée les chercher, quoi. En vrai, je l'avais, mais j'ai fait un détour, quoi. Quels sont vos projets maintenant? Oui, de continuer à écrire. Ouais, je travaille, après, j'ai des petites, parce que c'est pas très rémunérateur. Donc, voilà. Mais je travaille pour des médias, je fais des petits projets pour des médias, des choses que j'initie moi, parce que je sais pas faire autre chose que ce que je veux, hein, c'est compliqué. Et puis à côté de continuer à écrire et de créer des choses, de raconter des histoires. Je trouve que c'est chouette de raconter des histoires. C'est ça qui, je pense que c'est ça qui inspire au fil. J'ai une remarque aussi, une remarque peut-être question, en lien avec votre intervention et votre livre aussi. Et ça boucle avec ce que vous venez de dire, ce que vous avez dit en conclusion, en parlant de Nelson Mandela. Donc j'avais dit qu'il disait que les décisions soient guidées par vos choix et non par vos peurs. Par vos aspirations, par vos espoirs. Par vos espoirs. Par vos espoirs. Puissent vos choix être guidés par vos espoirs et non vos peurs. Et du coup, vous évoquiez la confiance. Dans le passage du livre, vous parlez aussi des personnes qui sont à l'armée en fait et qui montent dans les choses parce que justement ils ont été munis par l'amour de leur mère. Vous parlez aussi d'agapé en fait. Et je me disais, la confiance, elle vient peut-être aussi de l'amour qu'on a reçu. Et aussi l'amour, et du coup, pour se mouvoir, peut-être aussi l'amour de ce qu'on fait. Donc il y a ces deux pôles, j'ai l'impression. Et du coup, pour moi, c'était, et puis vos décisions peut-être soient guidées par l'amour, pour vous, et pas, non pas du coup par vos espérances, mais non pas par la facilité. Je l'ai bien noté aussi, c'était assez facile, j'étais libre, et je n'avais pas grand-chose à décevoir. Donc du coup, j'ai pensé que ça reboucler en fait un peu avec ce que vous disiez. En tout cas, moi, c'est ce que je retiens de votre intervention. Moi, le livre Le Cheminement, c'était ça, de trouver quels sont les moteurs qui nous poussent, ceux qui nous freinent d'abord, la première partie, puis après ceux qui nous poussent à faire les bonnes décisions, et que moi, j'appelle pas bonnes, j'appelle belles, parce que c'est ça, au final, c'est l'amour, c'est l'envie, c'est des choses qui sont positives, c'est des aspirations, c'est pas des fuites qui font faire des beaux choix, c'est des choix dont on est fier, même si on se plante, parce qu'on a essayé de faire quelque chose qui, encore une fois, comptait. Mais et moi, il y a je sais plus quel philosophe grec il y a je sais pas combien de temps. Non, en fait, je crois que c'est Saint-Augustin qui disait « aime et fais ce que tu veux ». Et je trouve ça magnifique parce que c'est vrai, en fait, si on fait les choses en aimant, en ayant des bons, avec une belle énergie, avec une envie de faire quelque chose de chouette, de beau, et ben en fait, on peut faire ce qu'on veut. Parce que ça peut pas être mauvais. On peut pas faire de la merde entre guillemets si ça part de ça, d'un espoir, de l'amour, d'une envie qui est belle, quoi. Donc, voilà. Mais merci d'avoir pris ces notes et lu le livre. C'est touché. Un deuxième pour vous voulez. C'est long à faire. On est pas facile. Plus facile de faire des bébés. Hein. Non, 9 mois pour un bébé et 1 an pour un livre. 9 mois pour un bébé, 2 ans pour un livre. 2 ans, c'est vrai. Ouais, et puis le bébé, on a juste à manger, à se reposer. Non, le livre, non, c'est long. Après, voilà, moi, il y a beaucoup de recherches et j'ai beaucoup lu, mais il y a des gens qui écrivent. Alors, les romans, il y a des gens qui les écrivent en 15 jours, mais moi, non. C'est pas un roman, mais non, c'était long. Ouais. C'était long, mais moi, je ne l'ai pas vu passer. Hein. Un point qui est intéressant dans l'audace, c'est qu'il y a le mot oser. Et en langue française, oser, c'est borderline, c'est limite. Quelque chose qui est trop osé sera censuré. Ouais. On sort de la norme. Ouais. Alors que l'audace, ça permet d'imaginer, d'aller de l'avant, de créer. Et quelqu'un qui n'est pas audacieux ne peut pas être marqué, il faut être borderline. C'est un juriste qui vous parle. Hein.
C'est-à-dire que le droit, c'est la règle, mais pour aller de l'avant, il faut respecter le droit, bien sûr, mais toujours être au-delà dans la ligne pour pouvoir avancer. C'est ça qui est intéressant. Et audace, oser, il y a le double sens qui peut parfois faire peur ou donner confiance. De toute façon, il faut être un peu, prêt à sortir un peu du chemin. Hein. Il faut beaucoup un courage énorme pour sortir de l'autoroute. Mais ça donne des grandes choses. Et puis, on est critiqué tout le temps. Enfin, moi, pas forcément moi, j'ai pas fait des trucs Mais le premier réflexe des gens, c'est de juger. Et ça, il faut arriver à s'émanciper de ça et de dire, tant pis, quoi. Critiquer d'abord et envie ensuite. Et après, oui. Mais notre premier réflexe, c'est ça craint, pourquoi c'est bizarre ce réflexe qu'on a. Ouais. Voilà. Merci de votre présentation, vraiment. Je suis désolé, j'espère que vous allez bien entendre, je suis un peu à fun. Pas du tout. Moi, je me suis demandé si, comment dire, en vous écoutant, j'ai vraiment vu l'audace comme une composante, l'une des composantes serait vraiment peut-être de se challenger soi-même. Et après, je me suis demandé s'il relevait de la même définition, je dirais, une vision de l'audace qui reposerait plus vraiment sur de la transgression à proprement parler. On parlait effectivement de la fondation de Playboy, etc. En fait, finalement, comme s'il y avait une audace finalement qui serait un peu, avec une lecture très psychologisante finalement de la personne qui va essayer de repousser ses limites, et plutôt une autre acception de l'audace où justement il y a quelque chose de plus militant finalement, de critiquer le système, de critiquer les institutions par lesquelles on est entouré, etc. Et c'est vrai que du coup à la fois j'ai vu des points communs et d'extrêmes différences dans les exemples qui ont été, dans les cas qui ont servi au début. Du coup je ne sais pas si... Non, mais il n'y a pas de... Et si effectivement tout doit être regroupé sous cette dénomination-là, s'il faut aller plus loin, Moi, je pense qu'effectivement, les histoires se parlent dans le sens où on va plus loin quand on accepte de sortir d'une zone de confort, qu'elle soit individuelle ou sociale, et de dire, en fait, il y a quand même une énorme curiosité derrière tout ça, de dire, qu'est-ce qui va se passer si, en fait. Et qu'est-ce qui va se passer si je vais sur le bateau et que je me lance? Qu'est-ce qui va se passer si je montre des filles nues dans un magazine et qu'est-ce qui va se passer si je mets ma vie au service d'une idéologie? Donc l'incertitude serait le dénominateur commun. Une envie d'aller voir. Je pense que c'est vraiment le besoin, et je pense qu'on est fait pour ça, on vit pour ça aussi, pour aller voir ce qui va se passer en fait. Et c'est ça, je pense en tout cas moi ce qui m'anime c'est d'aller voir ce qui va se passer. Et c'est des gens qui ont besoin de ça en fait. Il y a une partie un peu d'exploration. On se dit on est là pour voir en fait, pour découvrir et pour explorer, je pense. Je ne sais pas si j'ai répondu parce que c'était pas vraiment une question, mais absolument oui, au regard. Merci. Voilà. Merci. Je laisse la parole à Daniel. En tout cas, merci beaucoup. Est-ce que, Daniel, tu peux allumer la scène, s'il te plaît? Il y a plus de lumière. Merci. Bien. Eh bien, c'est toujours difficile de clore ce genre de conférence, voilà, compte tenu de la qualité des échanges. J'espère que je ne vais pas trop plomber l'ambiance. Donc, merci à Sophie pour le partage de 3 histoires inspirantes qui nous ont portés et qui donnent à penser. Et puis, merci également pour le livre qui, moi, m'a donné à penser et m'a vraiment enrichi. Donc, c'est un ouvrage qui interroge la question du choix, qui interroge donc comment on fait nos choix de vie et comment on avance dans la vie. Et ça va chercher dans plein de domaines différents et ça mobilise plein de théories, plein de travaux scientifiques qu'on évoque notamment dans le cadre des comportements organisationnels. Donc plein de choses qu'on mobilise au quotidien pour essayer de comprendre comment fonctionnent les acteurs dans les organisations
Donc, merci pour ça. Et comme à l'IREJ, on a aussi des gens qui font du marketing. Et moi, j'en profite pour faire un petit placement de produit. Voilà, donc achetez le livre de Sophie. Je n'ai aucun intérêt dans l'histoire, si ce n'est le fait de partager mon propre intérêt, qui a été celui de lire et de découvrir cet été cet ouvrage. Alors, au travers de ces 3 histoires, vous questionnez vraiment les choix audacieux, et qu'est-ce qui va faire que ces gens, à un moment, font un choix, et puis prennent le bateau, et s'engagent en politique, et puis créent un empire médiatique extrêmement décrié, mais qui ont le mérite d'exister. Et vous le faites en partageant simplement des histoires, ces histoires de vie. Et ça, j'ai trouvé ça intéressant parce que dans les organisations, aujourd'hui, le modèle dominant, c'est celui de Simon, comment est-ce qu'on prend des décisions, et on est dans un processus qui est structuré de résolution de problèmes, on va essayer de maximiser. Alors, tout ça, ça fait tout à fait sens. Mais il y a un autre courant, alors pardon pour les puristes, je simplifie. Il y a un autre courant qui est celui du pragmatisme. Et c'est les travaux notamment de Dewey, et vous vous inscrivez dans ces pas-là. Vous dites, un choix, c'est une histoire. Et Dewey dit, la décision, c'est une enquête. C'est quand il y a quelque chose qui se pose et qui nous intrigue, et il va falloir enquêter pour essayer de comprendre les mécanismes qui intriguent. Alors moi, ce que je vous propose, c'est de relire ces 3 histoires et d'enquêter par le prisme du leadership. Voilà, comme c'est à peu près le seul truc que je maîtrise, je propose de parler de ça. Donc, si on regarde Dewey, il nous dit « L'enquête commence par le doute face à une situation perturbée, confuse, pleine de tendances contradictoires et obscures. » Ça, c'est le début de l'enquête. Là, il y a matière à enquête. Pour Jessica Watson, c'est le sentiment de devoir faire ses preuves, de prouver quelque chose au monde. C'est ce qu'elle dit dans une de ses interviews. Pour Hugh Hefner, on sent qu'il y a la tension d'une pulsion de vie, que la vie est ailleurs, que la vie le porte. On ne va pas rentrer dans un regard psychanalytique sur la dynamique. Pour Pepe Mujica, les épreuves de la vie et le besoin d'agir. Parce que ce besoin d'agir, il est là à chaque étape de sa vie et il prend des risques incroyables pour agir. Et donc, ils sont tous les 3 dans un état de dissonance, pour faire référence à la notion de dissonance cognitive, un état de dissonance forte qui crée une tension créative, une tension qui les pousse à chercher un chemin qui va leur permettre de se réaligner. Donc ça, c'est un petit peu le point de départ. Et alors, comment ils vont avancer? À chacun, à leur manière, ils s'empruntent un chemin, ils explorent des chemins qui vont à la fois leur permettre de découvrir leur style de leadership, et en même temps, c'est ce style de leadership qui va ouvrir petit à petit le chemin. Si on prend Jessica Watson, c'est une leader transformationnelle. Là encore, je fais référence à une de ses interviews où elle dit « Je voulais inspirer les gens. Ce n'est pas ma réussite, mais la réussite de tous ceux qui ont contribué à faire aboutir le projet. » Et ça, c'est typiquement le leadership transformationnel, authentique, tel que développé par Avolio et Bass. Elle est là dans cette dynamique, elle est inspirée, elle est inspirante, et du coup, elle va mobiliser autour d'elle pour que le projet puisse réussir. Hugh Hefner, c'est le leadership charismatique de House. Il est anticonformiste, il est flamboyant, il est autonome, et il bouscule les conventions afin de faire évoluer les normes. Et dans l'exposé, on le voit bien, dans la présentation, on le voit bien, il se bat pour des valeurs. Il se bat pour faire bouger les systèmes de valeurs et faire avancer les consciences. Donc, il a tout le temps cette boussole qui est celle des valeurs. Et c'est ça aussi qui va fédérer, au-delà de l'intérêt du produit dont chacun pensera ce qu'il souhaite. José Mujica, c'est un servant leader. C'est le servant leader de Greenleaf. C'est quelqu'un qui ne se pose qu'une question. Comment est-ce que je peux aider? Comment est-ce que je peux contribuer? Comment je peux me mettre au service de la société et d'un projet qui fasse sens? Et lui aussi est poussé par des valeurs. Donc il parcourt un chemin qui les met en tension, ce qui les oblige à se réaligner en ouvrant de nouveaux possibles. Et de fait,
ils reprennent le leadership de leur vie et à partir de là, ils affirment un leadership dans un style qui va être le leur et qui va fédérer autour d'eux. Donc là, on passe d'une dynamique individuelle à une dynamique collective. Ça, c'est pour Rachel. Alors, quel est le moment du choix? Parce que le problème, c'est quel est le dénouement de l'histoire? Quel est le dénouement de l'enquête bassin? On ne sait pas vraiment, il faudrait regarder, il faudrait pouvoir les interviewer. Hugh Geffner, ça va être difficile. Et de savoir exactement quand est-ce que ça émerge, quand est-ce que ça se transforme. Alors, il y a Otto Scharmer, qui est professeur au MIT, qui nous donne une définition du leadership que je trouve éclairante par rapport à ça. Il dit, le leadership, c'est abandonner la voie de la peur, c'est abandonner le connu pour s'ouvrir à quelque chose de neuf, et c'est franchir un seuil. Et il y a un moment intime où probablement chacune de ces personnes a senti émerger en elle le besoin de faire un pas dans l'inconnu. Cette sensation, cette intuition que là, ça allait être aligné, avec aucune certitude. Mais en franchissant ce pas, en franchissant ce seuil, tout d'un coup, ils augmentent leur pouvoir d'agir et ils arrivent à fédérer, à convaincre et à avancer. Donc c'est ce moment où on abandonne la voie de la peur, où on abandonne le connu, on fait un pas vers l'inconnu d'un futur émergent qui s'impose à nous-mêmes. Et Otto Scharmer parle de ce futur émergent, et à chaque fois, on a cette idée que tout d'un coup, ils se sont connectés à un futur émergent, et ils ont simplement accompagné. Et à partir de là, on voit le choix, la notion de choix d'une manière très différente. Donc au travers de ces trois histoires, vous nous donnez à penser que les choix ne sont que des histoires donnant matière à enquête. À partir de là, ça devient simple et ça devient rigolo. Et du coup, l'idée de fabriquer des histoires et de faire raconter les histoires, ça permet de comprendre les dynamiques. Et que le leadership, ça serait une simple histoire de choix. Merci. On va bien l'honneur de conclure. Merci Daniel pour cette conclusion qui a mêlé à la fois théorie et puis cas d'espèce, pratique au travers des histoires racontées, et qui vient notamment pour les étudiants mettre en lumière les différentes formes de leadership et de finalement de comment vous allez pouvoir endosser dans votre vie professionnelle un rôle dans une organisation, comme le disait Romain, que ce soit une entreprise privée, une administration, une ONG. On sait que les ONG et les organisations internationales ont le vent en poupe. Et finalement, moi, derrière tout ça, on l'a dit plusieurs fois, aujourd'hui, on est tous conscients qu'on est en pleine transformation environnementale, sociétale, industrielle, technologique, humaine. On rentre dans le 21e siècle, le siècle de la connaissance, des savoirs, des relations, la place des émotions, qui est revenue à plusieurs occasions. Et finalement, qu'est-ce qui fait la force d'un individu? C'est sa capacité à entrer en relation, à avoir une forme de leadership qui va lui permettre, à un moment donné, d'impulser une dynamique collective et puis d'aller vers cette nouveauté, vers cet inconnu, où certains parlent parfois d'égrégore, cette énergie collective qui va venir surpasser l'individu et faire qu'on réalise de belles choses. Donc un grand merci à Romain qui est quand même derrière toute cette dynamique insufflée autour de l'audace, et vous voyez comment derrière l'audace, on peut transmettre des valeurs, des sources d'inspiration, parce que la société n'a jamais eu autant besoin de vous aujourd'hui, de cette jeunesse, cette forme de créativité que vous allez, et finalement à nous de vous accompagner dans cette transformation que vous allez porter. Alors on n'est pas toujours au clair avec nous parce qu'on vous laisse le bousin, si vous me passez l'expression, pas en bonne forme, voilà, mais en tout cas je sais qu'il y a de l'énergie derrière qui pourra vous accompagner, on a besoin de vous. Devenez qui vous êtes, comme disait Nietzsche tout à l'heure, et voilà, merci à tous et bon après-midi.